Ils ont beau être rivaux à la primaire de la droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Michel Barnier font face au même défi qu'on ne leur envie pas, trouver un positionnement entre Macron et Le Pen et tenter de se faire entendre alors que cette rentrée, c'est Zemmour qui fait le buzz et monte dans les sondages. Face à cette équation difficile à résoudre, les candidats LR font assaut de phrases choc qui certes les démarquent, mais avec quel impact? C'est ce qu'on analyse avec Marie Treps, linguiste, auteur de Maudits mots, tout est dit dans le titre, et de Franck Tapiro, communicant, initiateur du mouvement citoyen Acte. Vous avez conseillé Nicolas Sarkozy, lui-même adepte de mots durs comme Karcher ou Racaille, on s'en souvient. Alors pour commencer le programme rhétorique de cette primaire, on commence à honneur à celui qui est en tête dans les sondages de LR par Xavier Bertrand, lequel met en avant la question de la police et de la sécurité en soulignant les failles du quinquennat Macron. L'heure est grave. J'entends comme vous l'exaspération et la colère de nos concitoyens. Demain, si l'on ne fait rien, certains se feront justice eux-mêmes. Et après-demain, ce serait la guerre civile. Le rôle d'un président, c'est de tout faire pour l'éviter. Guerre civile, cette phrase choc lui vaut rapidement cette question. C'est qui contre qui, la guerre civile que vous craignez? Vous vous rappelez, monsieur Collomb? Gérard Collomb, qui disait qu'on ministre de l'Intérieur, qui, ce jour-là, s'était transformé en commentateur en disant on n'est pas côte à côte, on finira face à face. Vous voyez, notamment à Marseille, dans certaines villes, vous avez un checkpoint à l'entrée d'un quartier. C'est-à-dire on vous laisse rentrer ou pas rentrer. Vous avez des gangs, des bandes qui se battent avec des kalachnikovs. C'est quoi? C'est pas une guerre civile? Et vous avez pendant ce temps-là des gens qui, eux, sont chez eux et qui rentrent en rasant les murs, en baissant la tête et en espérant pouvoir rentrer tranquillement, que leur femme qui va rentrer un peu plus tard ou que leurs enfants qui vont rentrer ne soient pas importunés. C'est pas seulement dans les quartiers, c'est aussi dans les campagnes où vous avez les trafics de drogue qui sont en train aujourd'hui de gangréner la société. Voilà, un checkpoint, bande, baisser la tête, gangréner, c'est plus un mot, hein, c'est une ribambelle de mots. Marie Treps, que vous inspire-t-il et quel effet produisent-ils? Dans cet extrait-là, dans le second, oui, il y a plus de... C'est-à-dire le second, c'est curieux parce que on l'interroge. Et en guise de réponse, il y a un chapelet de situations, de choses. Oui, c'est ça. Pour justifier un mot fort, il en emploie 50. Effectivement, celui qui a posé la question, qui était plutôt une bonne question, pour lui faire préciser les choses, il prend d'assaut l'auditoire. Il n'a plus rien à répondre. On lui a cloué le bec, si j'ose dire. Alors, Franck Tapiro, je vais vous donner la parole, mais d'abord, une info importante sur ce mot de guerre civile, déjà utilisé, mais par Marine Le Pen, c'était en 2017. Depuis trop d'années, d'intimidation en intimidation et d'agression anti-française en actes terroristes, la perspective de la guerre civile n'est plus un fantasme. C'est un hasard qu'ils reprennent une expression utilisée par Marine Le Pen, même si c'est pas forcément l'expression marqueur de Marine Le Pen. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on voit toute la classe politique, surtout de droite, on va dire, utiliser une sémantique qui est une sémantique de guerre. Parce qu'il y a une guerre sémantique, non seulement vis-à-vis... Il y a une guerre civile et une guerre sémantique. Non, il n'y a pas une guerre civile, moi je parle, et vous allez le voir plutôt, aujourd'hui, il y a un risque de guerre civile peut-être, mais aujourd'hui on assiste à une guerre civique. Et les mots sont très importants. Il y a une guerre civique parce qu'aujourd'hui le civisme est devenu une option dans la société. Voilà pourquoi depuis des années, le laxisme qui est fait, c'est sur le civisme. Donc c'est parce qu'il y a eu un délitement du civisme qu'on parle de risque de guerre civile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, à part ce constat, ils sont tous dans la surenchère. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une dialectique de violence. La violence dans la société, ça fait une vingtaine d'années qu'elle s'est installée. Tout le monde a été spectateur et très peu acteur. Pourquoi très peu acteur? Parce qu'il fallait peut-être dire les choses, déclarer les choses et surtout avoir des actions qui suivent les paroles, et elles n'ont pas toutes eu lieu. Voilà pourquoi on en arrive à un constat aujourd'hui où la droite se met d'accord en disant finalement on va se lâcher. On lâche les chevaux et on lâche les chevaux sur les mots. Donc c'est la sémantique aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus de barrière. Rappelons-nous il y a quelques années, le mot guerre civile c'était Marine Le Pen, mais le mot charter qui est utilisé par Jean-Marie Le Pen il y a 25 ans, tu vas revenir. Franck Tapiro, vous me déflorez la suite de mon émission. Alors juste c'est ma passion de... c'est votre passion.
l'émigration, justement, on va passer à cet extrait, à ce fameux extrait Charter, puisque Valérie Pécresse, elle aussi, semble s'inspirer des mots. Alors vous le dites de Jean-Marie Le Pen, ça peut être tout simplement de Marine Le Pen. Là aussi, la voici cette rentrée devant ses partisans. L'ordre, c'est aussi pour moi une république qui n'est pas débordée par une immigration incontrôlée pilotée par des réseaux mafieux. Il faut stopper l'immigration actuelle. Tous nos dispositifs sont dévoyés. La place d'un clandestin, c'est dans un charter pour retourner chez lui. La place d'un clandestin, c'est dans un charter. Une formule qu'on retrouve tout entière en 2016 dans la bouche de Nicolas B, secrétaire général du FN, comme on disait alors. La place des clandestins, ça n'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est évidemment dans des charters. La solution, c'est pas la répartition, c'est l'expulsion. Alors on peut se dire que 2016, c'est loin, mais cette expression a depuis été réutilisée par Marine Le Pen elle-même dans ce tweet. La place d'un clandestin ou d'un délinquant étranger est dans un charter pour son pays d'origine. Difficile donc d'ignorer l'emprunt de ce marqueur du RN, même si le mot apparaît en fait en 1986. À l'époque, c'est Charles Pasqua qui est ministre de l'Intérieur et il utilise les charters. À l'époque, il dit les vols groupés, un euphémisme pour parler effectivement de cette formule qui permet d'éviter de renvoyer les clandestins dans des lignes régulières, ce qui pose des problèmes, et puis de diminuer les coûts. Voilà. Mais enfin, ce background, je ne sais pas si c'est à cela qu'on pense aujourd'hui. Quel est ce background, justement? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de charter aujourd'hui à propos des migrants? Et est-ce que c'est pour Valérie Pécresse ce qu'est guerre civile à Xavier Bertrand? Est-ce qu'on est dans le même registre, la charter guerre civile? C'est différent, mais Valérie Pourquoi Pécresse, c'est différent? Parce que guerre civile, c'est plus un terme de droit, un terme, comment dire, qui fait moins peur que charter. Charter, ça peut durer, une guerre civile. Un charter, c'est une façon expéditive de régler le problème. D'accord, donc finalement, le fait de choisir ce mot charter, c'est je vous propose une solution radicale et expéditive. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes. Je crois que les deux, d'ailleurs, charter et guerre civile, sont des fantasmes. Sont en fait une façon d'alerter, de faire un petit peu peur. Et même dans la méthode, on voit, alors la sémantique, c'est une sémantique qui appartient à l'extrême droite, mais dans la méthode aussi. C'est quoi? Faire peur pour créer de l'adhésion. Faire peur pour créer de l'impact. Faire peur pour créer de l'émotion. Et on le voit bien, Trump a réussi à le faire aux États-Unis. Éric Zemmour arrive à le faire depuis quelques semaines. On crée de l'émotion, pour ou contre, on s'en fout. Le but, c'est de créer et de briser plutôt la barrière de l'indifférence. Et là, c'est pareil. Dans la méthode, c'est quoi? Quand on parle de charter, on imagine, on sait la difficulté qu'il y a pour ramener à la frontière des étrangers en situation régulière, même des gens qui ont été condamnés, etc. C'est très compliqué. Donc le charter, c'est un côté, oui, ils arrivent à l'aéroport, on les met dans l'avion et hop, on les expulse. Oui, c'est ça, c'est la solution. Mais c'est un fantasme. On voit bien que ça n'est pas de la réalité. La guerre civile, je suis désolé, c'est un fantasme. Heureusement, ce n'est pas encore une réalité. Il y a un risque. Donc je pense que dans la méthode, ça veut dire quoi? Attention à la droite. Toutes les droites, parce qu'il n'y a pas une droite, il y a des droites, de la droite sociale, on va dire, de Xavier Bertrand jusqu'à la droite un peu plus dure ou plus ferme que veut incarner Valérie Pécresse, et une droite plus européenne de Barnier, il faut résumer un petit peu. Il y a Ricciotti aussi qui frôle un petit peu. Oui, mais en fait, tout le monde est dans les mêmes mots. La même méthode. Mais voilà, et alors la même méthode, comme vous dites, alors question, parce que vous dites oui pour effectivement créer l'émotion. Oui. Mais la question, c'est créer l'émotion pour créer du buzz, qu'on parle de vous. Et effectivement, Valérie Pécresse, quand elle emploie ce mot de charter, ça fait le buzz, comme Xavier Bertrand, quand il emploie le mot guerre civile, on les retient, du moins on parle d'eux, ou alors c'est une manière, vraiment une stratégie pour se démarquer auprès de l'électorat. Voilà, c'est quoi la stratégie derrière ça? L'objectif, c'est de créer qui sera l'incarnation de la droite demain? Qui sera l'incarnation de ces droites demain? Entre eux, je dis, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Zemmour. Donc ces mots, ils sont pour incarner la droite. Il faut qu'il y ait un discours qui ressemble et qui rassemble, on va dire, ces droites-là, mais à un moment, il faudrait qu'il y ait une incarnation qui soit le porte-parole finalement de cette droite-là. Donc c'est non seulement un champ sémantique, c'est une méthode, c'est une approche, c'est une forme aussi transversale pour rassembler toutes les droites, mais c'est quel est celui ou celle qui sera le plus à même d'être le ou la porte-parole de la droite de demain. Donc des mots qui créent l'émotion aussi, je comprends bien, pour incarner la droite. Mais alors Valérie Pécresse, que vous faisiez cette petite panel là de la droite, mais enfin Valérie Pécresse, on se souvient quand même qu'en 2016, elle avait soutenu Alain Juppé, qui se voulait beaucoup plus rassembleur. Donc du coup, on se demande si elle brouille pas son image avec comme ça charter, ce mot comme
on disait, très radical, en plus, comme disait Marie Trèves, beaucoup plus que guerre civile, finalement, de Xavier Bertrand. Mais c'est de la provoque, c'est une provocation politique. C'est de la provoque. C'est parce qu'aujourd'hui, les politiques sont... il y a le plafond de verre qui a explosé. Éric Zemmour, depuis quelques semaines, a fait exploser le plafond de verre. C'est fini. On peut plus dire, oh, vous avez le discours du Front National ou du Rassemblement National. Oui, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fini. Donc maintenant, c'est à droite, il y a une espèce de ramasse-tout ou de chamboule-tout, on ne sait pas encore. Et quel va être le discours de la droite? Il est en train de se façonner. Donc aujourd'hui, ils sont en train de lancer des phrases. Donc il faut incarner et surtout avoir le bon curseur. Et ça se joue à rien. Et madame pourra le dire, ça se joue à un mot près. Mais alors voilà, ça se joue à rien. Alors on a vu pour l'instant, enfin ça se joue à rien ou à beaucoup, parce qu'on se souvient, et Valérie Pécresse s'en souvient sans doute, Alain Juppé en 2016 à la primaire de la droite, eh bien il s'était pas fait battre par Nicolas Sarkozy, qui avait misé sur les thèmes plutôt sécuritaires et identitaires, mais il s'était fait battre par François Fillon, qui lui était très radical sur le thème de l'économie. Une leçon visiblement qu'a retenue Valérie Pécresse, qui est très offensive et avec des mots chocs sur ce thème aussi. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire gagner la droite. Et nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022. Voilà, il a cramé la caisse. Hein. On parle d'argent, on parle d'économie. C'est incroyable parce qu'en préparant l'émission, on se disait, mais en fait, là encore, on est dans le registre de la sécurité, à cramer la caisse, on imagine un incendie. On est encore finalement dans le même registre de vocabulaire. Je voulais savoir pour vous ce que ça voulait dire et si vous étiez d'accord que se cramer la caisse, c'est encore un registre du vocabulaire. Je ne sais pas ce que vous disiez tout à l'heure. Provocateur ou, comme disait Franck Tapiro, ou radical. Ce qui m'a frappé, c'est le ton suave sur lequel elle est pas toujours comme ça, très aimable, suave. Et tout d'un coup, elle vous sort une expression qui est argotique, une expression de banlieue. Alors chacun, quand même, cramer, c'est de l'argot, quoi. Presque, c'est un peu du vieil argot, mais c'est quand même pas du registre très soutenu. Alors l'argot, le vieil argot, un peu violent quand même, non? Elle est présidente de la région Île-de-France et il y a sans cesse des problèmes et peut-être c'est pour faire jeune ou c'est pour faire ressortir sa ou alors pour vous c'est plus ça que vous voyez, plus un côté jeune qu'un côté violent, parce que cramer, moi je trouvais ça très violent, ça très maladroit. Ça a le mérite de créer quand même de l'impact. Enfin, moi, en plus je connais Valérie Pécresse depuis de nombreuses années comme Xavier Bertrand. Oui, vous dites que c'est énorme. En fait ça lui va bien parce qu'en fait en privé elle est beaucoup plus lâchée, beaucoup plus naturelle, exactement comme elle est. Et je pense qu'en fait n'oublions pas qu'elle se présente aussi, il y a une présidentielle et il faut se présenter comme on est réellement, fondamentalement. Donc finalement c'est pas une stratégie pour corriger l'image versaillaise, elle est vraiment comme ça. Elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Peut-être que son image politique était un peu plus Versailles comme on le disait, mais la vraie Valérie Pécresse c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus détendue. Et je pense que là, cramer la caisse, moi ça m'a surpris, mais j'ai rigolé en me disant waouh, c'est osé, c'est pas très violent. Enfin, c'est bien entendu, on peut mettre ça dans la bouche de quelqu'un. Moi je pense à des voitures qui brûlent. Cramer la caisse, d'ailleurs, cramer la caisse, c'est cramer les voitures aussi. Mais elle parle de dépenses publiques. Donc je trouvais ça drôle d'adapter ce mot-là à la dépense publique parce que voilà, je trouvais ça plutôt surprenant. Moi, je pense que vous allez voir, je pense que c'est plutôt un point positif pour elle. Inconsciemment, ça fait allusion au désordre de banlieue où on brûle les voitures. Je crois que vous avez raison. Et pourquoi vous dites que c'est maladroit alors justement? Parce qu'inconsciemment, ça fait cet effet ou... Elle veut faire un effet, quoi. C'est comme un effet de manche. C'est un peu. Ouais, on en campagne. Un effet de manche, ouais. Un peu. Mais c'est vrai que se cramer la caisse, effectivement, caisse est en bagnole, en vieil argot aussi, je précise. Je crois que ça va être repris. Vous allez voir, ça va devenir peut-être une expression de la campagne. C'est surprenant. Puis elle le dit de façon très naturelle. Mais alors, Franck Tapiro, vous êtes communicant, vous réfléchissez beaucoup aux formules, donc on a parlé du mot, mais il y a aussi, quelque part, pour cramer la caisse, qu'on fait ce qu'a fait Macron seulement, encore faut-il qu'il y ait de l'argent. Donc ça sous-entend quand même qu'il y a de l'argent dans la caisse, donc c'est pas si négatif que ça pour Macron, non? Au-delà de la phrase choc, il y a quand même la réalité dont ça parle. C'est pas négatif aussi pour Macron, quand on voit surtout comment il a financé l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire que le côté positif des dépenses, c'est regardez comment on a financé quoi qu'il en coûte, et l'économie a été sauvée, etc. Donc ça peut être pris sur ce côté-là, mais je pense que ce qu'elle a voulu dire dans cramer la caisse, c'est la dépense publique, autre que celle qui a été faite pour sauvegarder l'économie. Voilà. Faut comprendre, parce que c'est pas comme ça que ça a été compris. Mais voilà, mais c'est pour ça. Les réactions. Mais voilà pourquoi les mots ne suffisent pas aujourd'hui. L'émotion ne suffit pas. Parfois, on crée une sensation énorme et ça tape à côté. Regardez Zemmour qui a sorti des phrases. Donc là, elle crée une grande émotion, mais pour vous, c'est pas l'argent qui a été dépensé pour sauver les entreprises dans le plan de relance. Mais c'est pas évident à comprendre. Voilà. Le problème, moi, que je vois là-dedans, c'est d'abord incarner.
on l'a dit, avoir un discours qui corresponde au public de toutes ces droites, mais surtout avoir du sens, remettre le sens au cœur de l'enjeu politique. Oui, donc si je vous comprends bien, des formules choc, ok, à condition qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sens. Et sur cramer la caisse, si je vous suis, ça vous fait marrer. C'est finalement bien Valérie Pécresse, mais c'est pas clair. Alors, on l'a vu, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, donc autant point commun, il faut incarner cette fameuse droite, point commun qu'il partage avec Michel Barnier, le très européen négociateur du Brexit pour l'UE, qui a créé la polémique, et m'a dit donc lui aussi début septembre à Nîmes, aux journées des LR, en affirmant qu'il était en faveur d'un moratoire sur l'immigration et qu'il fallait pour ça que la France retrouve en Europe une souveraineté juridique, ce qui a fait hurler à Bruxelles. Et pourtant, cette idée, il l'a lancée le 9 mai, déjà, journée de l'Europe. Moi, je pense qu'il faut décider dans ce pays un moratoire en matière d'immigration. Un moratoire. Et là aussi, le mot plaît à Marine Le Pen. J'effectuerai un moratoire sur l'immigration, car évidemment l'immigration anarchique est le terreau de l'insécurité aujourd'hui. Ah bah écoutez, je suis contente que M. Barnier soit d'accord avec moi. Si même M. Barnier, si je puis me permettre, est d'accord avec moi. Alors là finalement on se dit, il y a quand même un petit problème, c'est qu'à force ils ne se démarquent plus du tout entre eux, puisqu'ils sont tous finalement dans le même registre, la même surenchère, oui. Ils disent pas la même chose. Ils disent pas la même chose. Barnier, il développe. D'abord, chacun parle de la place où il se trouve sur l'échiquier politique. Lui, c'était un grand négociateur, il fait allusion au Brexit. Il pense que aussi chaque pays européen devrait prendre. Oui, mais enfin, il reprend quand même un mot très fort, moratoire sur l'immigration, qui était quand même. C'est un terme juridique, ça veut dire qu'on va réfléchir pendant un an et puis on va essayer de gérer mieux les choses. Après, je ne sais pas pourquoi c'est mal compris. C'est parce que moratoire, ça veut dire peut-être qu'il serait temps de réfléchir vraiment à ce qu'on peut faire. Pour moi, ça veut dire ça. On peut se demander quand même s'il n'a pas. Ouais, alors je comprends ce que vous voulez dire. C'est un terme qui est juridique et finalement beaucoup plus précis, si je comprends bien, que les mots de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Mais enfin, en même temps, c'est quand même un mot qui est comment dire, fléché RN, non? Parce que, attention, moratoire, la vraie définition, c'est une suspension. Absolument. Quand on fait une suspension, c'est pas un retrait, c'est on suspend pour réfléchir, on suspend pour légiférer. On suspend pour trouver des actions, on suspend pour échanger. Et alors ? Mais le mot moratoire, le problème, c'est qu'après, il y a une question de sens, une question d'étymologie. Vous savez très bien que les gens n'ont pas la même approche, malheureusement, du vocabulaire. Moratoire est un mot, quand même, à consonance très négative. Quand on a moratoire, je suis désolé, ça commence par mort. Le mot moratoire, dans la tête des gens, c'est forcément quelque chose où ils sont un peu en forme de retrait, en forme négative. Il y a une perception négative du mot. C'est-à-dire, un moratoire sur l'immigration, ça veut bien dire que l'immigration c'est en danger. Mais non, les gens entendent, on arrête l'immigration. C'est ça qu'ils entendent. Mais c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, je l'ai dit, on a une guerre sémantique, mais une guerre de sens, une guerre étymologique. Il faut expliquer ce que moratoire veut dire. Sinon, justement, il s'explique, parce que lui, alors vous dites pourquoi on comprend ça, et il se rend compte qu'effectivement, il a créé une polémique. Alors, est-ce qu'il veut corriger le tir? Est-ce qu'il veut jouer sur les deux tableaux? Est-ce qu'il veut préciser sa pensée? Écoutez-le, le montage est fait dans l'ordre chronologique, parce que ces explications évoluent un petit peu aussi. Des gens sincères qui n'ont pas bien compris, mais j'aurais pu m'interroger. Et puis il y a des officines du côté du pouvoir actuel qui ont trouvé là un prétexte pour faire une polémique. Mais ça m'intéresse pas. Et tous ceux qui disent on va rien changer, on va rien toucher, ils n'ont rien compris. On aura d'autres Brexit à ces conditions-là. Et donc nous proposerons un moratoire sur l'immigration pendant 3 à 5 ans et nous proposerons un référendum pour nous donner une certaine souveraineté. Moi, je n'ai pas changé de conviction. Je reste depuis l'âge de 15 ou 16 ans dans cette famille politique. Je ne l'ai jamais quitté, gaulliste et européen, patriote et européen. Et ça va ensemble. Il y a plein de sujets où nous ne sommes pas seuls capables de faire face et de nous faire respecter. Voilà pourquoi je suis européen et je n'ai pas changé. Voilà, je n'ai pas changé. Alors, du mot choc qui crée l'émotion à toutes les explications qui vont autour, un cas d'école, un commentaire, l'un et l'autre. C'est Julio Iglesias, je n'ai pas changé, je trouve ça fabuleux qu'il dise ça. À la fois, c'est pas vrai parce qu'il a vraiment évolué. Il a évolué dans le ton, il a évolué dans les mots. Donc il dit, je n'ai pas changé en termes de fond, en termes de vision, en termes de corpus idéologique. Mais il a évolué parce qu'il voit que la situation est en train de s'emballer. Donc là aussi... Oui, parce qu'il voit que la situation est en train de s'emballer ou parce que lui aussi, il veut incarner cette droite avec ses mots, comme vous le disiez. Exactement. Bon, donc moyennement convaincu, si je comprends bien, par les explications. Oui. Ils sont antinomiques, ces deux mots. On a vraiment maintenant deux solutions. Qu'est-ce qui est antinomique? On a deux solutions, c'est le charter ou le moratoire. Ça clive vraiment les choses, ça fait deux points de vue complètement différents. L'air de rien, c'est pas seulement des mots. C'est-à-dire le charter... On a une solution expéditive. Solution expéditive ou solution juridique? Lente, juridique, comment dire...
propre. On pourrait même imaginer le moratoire avant le charter. Le mettre dans une séquence. Parce que Marie Trèves fait le distinguo entre ces deux mots qui sont effectivement un très radical, un très juridique, mais est-ce que c'est ce qui est compris? Quand je parle le sens des mots, c'est vraiment cela. Un mot peut créer une déflagration positive ou négative. Qu'est-ce qu'on met dans ce mot? Voilà. Aujourd'hui, on reprend des mots en plus dont vous n'avez pas la paternité. Je suis désolé, moratoire, c'est utilisé par le Front National pendant des années. Charter, pareil. Tous ces mots-là sont des mots, je suis désolé, qui sont dans la lepénisation sémantique des esprits. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, non seulement la droite est piégée dans le sens, dans la vision, dans les mots, dans la dialectique, dans la sémantique et surtout dans le sens. Et le problème, c'est que si les gens ne voient plus de sens, de décalage entre les mots que la droite envoie et le Front National, les gens vont dire, mais finalement, ils sont devenus comme les autres. Donc la droite aujourd'hui doit se reconcentrer, doit inventer un nouveau langage qui ne soit pas d'origine Le Pen, qui soit propre à elle, sur cette addition de droite, et qui lui donne une distinction, une différence émotionnel, tout en montrant que jamais ils ne sont compatibles avec ces idées-là. Et là, le vrai piège qu'on leur tend là, c'est qu'en rentrant dans cette sémantique totalement violente et lepéniste, ils sont complètement pris au piège et ils vont se dissoudre. Oui, enfin le piège qu'on leur tend ou le piège qui se tendent eux-mêmes, on a envie de dire. Alors merci beaucoup. Marie Trèves se retrouve maintenant Benjamin Grange de Dentsu Consulting pour analyser l'impact de ces phrases choc dans le débat entre les candidats LR. Benjamin Grange, bonjour. Alors tout d'abord, de votre poste d'observation, des buzz, notamment sur les réseaux sociaux, avez-vous un indice qui nous permettrait de comprendre pourquoi ce festival de mots qu'on vient d'analyser chez les candidats à la primaire de la droite, est-ce que c'est parce que c'est difficile et si difficile pour eux de percer dans le débat? Oui, alors il y a deux indications qui sont importantes pour comprendre le contexte. Le premier, c'est le nombre de mentions de ces différents candidats. Le nombre de mentions, c'est le nombre de fois qu'ils sont cités quand ils prennent la parole. Et c'est vrai que quand on regarde sur les 12 derniers mois, et c'est encore vrai dans le dernier mois, il se trouve que Emmanuel Macron, je dirais, caracole véritablement en tête. Éric Zemmour revient dans le débat et pratiquement est le second dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, quand on regarde nos candidats républicains, que ce soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, on en parle 8 fois moins que 8 fois moins sur les réseaux sociaux que Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Alors justement, on a parlé de ces phrases qui ont fait le buzz. Est-ce qu'elles ont été du coup très relayées, très partagées pour Xavier Bertrand, guerre civile, pour Valérie Pécresse, charter, par exemple? Alors quand on regarde la courbe, si on prend par exemple guerre civile pour Xavier Bertrand, c'est environ 1000 mentions. Donc vous voyez, c'est 1000 personnes qui relayent un peu les choses, enfin personnes ou citations. Oui. Et ça a généré 12 fois plus de reprises. Quand on voit la courbe, on s'aperçoit que effectivement ça a créé un pic, mais que ça n'a pas été la lame de fond qui aurait pu être celle escomptée et qui aurait fait que ça dépasse simplement le simple camp des partisans de Xavier Bertrand pour aller au-delà. Et probablement, et c'est un point qui a été évoqué d'ailleurs dans le début de cette émission, c'est-à-dire que ces mots qui sont guerre civile, on aurait pu citer aussi Cramé avec Valérie Pécresse. Oui, ou charter, c'est la même chose, c'est les mêmes courbes à chaque fois. Ce sont en fait des mots qui peuvent apparaître comme un peu du domaine de l'argot ou pour choquer. Et en fait, quand on regarde ce qui s'exprime comme conversation sur les réseaux sociaux, c'est des mots qui sont assez banals. Parce qu'il y a tellement de violence. On voit celle de Valérie Pécresse sur le charter derrière, qui n'est pas légendée, je précise. C'est exactement la même. Et en fait, on s'aperçoit que il y a d'abord sur les réseaux sociaux un vocabulaire très, très, très violent, parfois très ordurier, ce qui fait que cramer ou guerre civile, c'est presque du langage châtié. Exactement. Et dans une société qui elle-même a adopté un vocabulaire de plus en plus violent. Donc en fait, en relatif, ce ne sont pas des mots qui apparaissent comme très impactants. Donc en clair, ça crée un petit pic sur le moment, mais ça n'imprime pas, ça ne permet pas de se démarquer, ça ne permet pas d'incarner, comme vous disiez, Franck Tapiro. Alors, une petite réaction pour finir l'émission? Il faut tout simplement regarder le public. Est-ce que vous pensez sincèrement que le public de droite ou des droites attend cela? Je sais pas du tout. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi? Et ça a été très bien dit. Ces mots, même s'ils crèvent les pics, parce que c'est un peu surprenant de les voir, en fait, dans la bouche d'hommes et de femmes politiques. C'est juste ça, l'impact. Mais le mot cramer la caisse, franchement, c'est dit tous les jours. Tous les autres, c'est pas pour dénigrer. Ils se gourent. Pourquoi tous? Parce qu'en fait, ce n'est pas ça que la droite doit adopter comme discours pour d'abord rassembler son camp et rassembler les Français. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un langage
citoyens. Au lieu d'être dans la violence, ils doivent au contraire parler de paix citoyenne, remettre la citoyenneté au cœur du débat, montrer que on peut très bien ne pas être d'accord, mais s'écouter, montrer que le civisme, le patriotisme, les droits, les devoirs, tout ça, ça a du sens, ça a de l'importance. Alors c'est l'inverse, alors il faudrait employer des mots, certains diraient les mots bisounours, c'est pas les mots... Si aujourd'hui la violence est devenue le barycentre de notre société, il faut assumer le fait d'être bisounours. Il faut assumer le fait... Arrêtons de croire que le positif ne marche pas, que la citoyenneté ne marche pas. Sinon on va être dans une surenchère qui finalement va faire passer les extrêmes. Quand on regarde la manière dont les partisans de droite s'intéressent aux sujets liés à violence, sécurité, ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne pas très bien. Simplement, c'est qu'en fait, ça fait pas beaucoup le buzz. Vous voyez, ils s'en emparent véritablement pas. C'est un peu comme si. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, les candidats de droite parlent de la sécurité, ne fait pas le buzz à droite. Ça fait l'écho, ça fait un certain écho, mais derrière, ça n'a pas cet effet boule de neige. Voilà. Et donc en fait, on voit d'ailleurs je crois que c'est le dimension sécurité. Donc on voit très bien finalement quand ils en parlent, effectivement, ça augmente un peu. De temps en temps, il y a un pic, parce que c'est quelque chose qui fait davantage réagir. Mais vous voyez, la moyenne en elle-même ne fait pas réagir et n'est pas transformante. Et on arrive à la fin de l'émission, je suis désolée. La leçon, c'est quoi? C'est qu'en clair, la campagne se fera peut-être pas sur les thèmes de la sécurité et de l'immigration. Si je comprends bien, merci à tous les deux. Merci à Marie Lebon, Aurélien Tillier et Dominique Boyon qui m'ont aidé à chercher tous ces extraits. Il y a un sujet, c'est quand on regarde les différents candidats de la droite, est-ce qu'on peut trouver un marqueur, en fait, pour chacun d'entre eux? C'est bon, ça. Voilà. Quel est le point de différenciation? Quel est le point de différenciation? Mais là, il n'y a pas de marqueur. Autant chacun se distingue sur les sujets de sécurité, parce que voilà, c'est quoi le marqueur? Mais là, il n'y a pas de marqueur, si je lis bien les courbes, c'est que finalement, ça ne les distingue pas. Est-ce qu'on peut dire Valérie Pécresse, elle est plutôt... Xavier Bertrand. Xavier Bertrand met en avant la France des territoires. C'est pas une grande idée qui rassemble.